وما كذب المجيد وإنما صدق المجيد وغيره. ماذا ربي يعيشك الرئيس. رانا نموت عليك الرئيس، والله نموت عليك. Historique, mes amis, l'Algérie vient d'obtenir ses premiers Su-57 qui ont été livrés par la Russie. On parle du premier avion de 5e génération de l'ensemble du continent africain et le premier avion de 5e génération du monde arabe. Les ennemis de l'Algérie n'ont qu'à bien se tenir. Et oui, mes amis, et selon le journaliste espagnol Ignacio Sembrero, nous avons donc 2 chasseurs Su-57 qui ont été livrés de la Russie à l'Algérie et c'est le principal compétiteur du F-35 américain. Autant vous dire que c'est un avion de luxe. Et c'est confirmé par le patron de l'United Aircraft Corporation qui fabrique ces avions, monsieur Vadim Badeka. L'Algérie est donc le premier pays à disposer de Su-57. Et pendant ce temps-là, vous savez qui est jaloux? Eh bien, ce sont les Émirats Arabes Unis, puisqu'ils ont aujourd'hui même exposé un Su-57 qui était prêté par la Russie et qui a pu faire des exercices dans le ciel de Dubaï. Et MBZ veut en acheter. Et il faut pas oublier que les Émirats, ils voulaient acheter des F-35 américains, sauf que les Américains leur ont fait tons. Et donc, vous voyez ici Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le patron des Émirats, en train d'inspecter un Su-57 à Dubaï. Sauf que le premier pays arabe à en disposer, c'est l'Algérie. Donc maintenant, là, tous les autres qui passent leur temps à insulter l'Algérie, vous allez baisser d'un ton et vous allez commencer à parler avec respect. Parce que l'Algérie, elle reste calme, sauf que maintenant, elle a aussi le moyen de vous faire taire dans les airs. Tahia Al-Jazair. L'Algérie qui se fait livrer des Su-57 russes, le fameux chasseur de 5e génération. La nouvelle a fait le tour, c'est clair. Mais entre nous, après toutes les annonces, les retards, les problèmes qu'on a vus sur les projets russes, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas, encore une fois, juste un coup de com'? Un bel effet d'annonce, quoi. Un tigre de papier pour impressionner les voisins. C'est une critique légitime, on l'a beaucoup entendu. Sauf que cette fois, on a dépassé ce stade. Ce n'est plus une rumeur ni une simple promesse. C'est la toute première fois qu'un chasseur furtif de cette classe est vraiment livré sur le continent africain et dans le monde arabe. Et ça, c'est un fait. Un fait qui est en train de redessiner la carte stratégique de la Méditerranée au Sahel. Ah oui, carrément. Oui, il y a une phrase qui circule dans les couloirs de l'OTAN. C'est une sorte de blague, mais qui ne fait rire personne. On dit quand le Su-57 décolle, la carte du monde change. Du coup, la question n'est plus si ça arrive, mais plutôt pourquoi maintenant ? Et surtout, quelles sont les vraies conséquences? Bon, alors allons-y. Plongeons là-dedans. Au-delà du mitre, qu'est-ce que cette machine a vraiment dans le ventre? Qu'est-ce qui la rend si spéciale au point de provoquer une telle agitation? Pour bien saisir l'impact, il faut oublier l'image classique du chasseur. Le Su-57, ce n'est pas juste un avion, c'est une plateforme de combat intégrée. C'est un centre de commandement volant. Son véritable cerveau, c'est son système radar, le N036 Bielka. Et ce n'est pas un radar unique à l'avant, comme sur un avion classique, c'est un réseau de radars en fait. Attendez, un réseau, c'est-à-dire? Ce sont des rapports miniatures à balayage électronique qui sont répartis sur toute la structure. Dans le nez, bien sûr, mais aussi dans les ailes, le fuselage, partout. Ça veut dire qu'il ne regarde plus juste vers l'avant. C'est comme s'il avait des yeux tout autour de la tête. C'est exactement l'idée. Il a une vision sphérique, à 360 degrés, en permanence. Il peut suivre jusqu'à 60 cibles en même temps. 60? 60, oui. Des avions, des missiles, des drones, jusqu'à 400 km de distance. Et il peut en engager 16 simultanément. Pour donner un ordre d'idée, un seul de ces appareils peut gérer un combat aérien qui aurait nécessité un escadron entier il y a à peine 20 ans. C'est de la science-fiction. Mais la grande question, ça reste la furtivité. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas un vrai fantôme, comme le F-22 américain. Sa signature radar serait plus importante. N'est-ce pas là son talon d'Achille? Une faille fatale? Alors, c'est le point qui est le plus souvent mal compris. Il n'est pas aussi invisible, c'est un fait. Sa signature radar est estimée autour de 0,3 mètres carrés. Pour qu'on se représente bien, c'est la taille d'un gros oiseau sur un écran radar. C'est minuscule. Minuscule, mais pas invisible. Exactement. Un Su-30, qui est déjà un avion très redoutable, a la signature d'une camionnette. Le F-22, lui, aurait celle d'une bille en métal. Donc oui, il est plus visible que le F-22, mais il est conçu pour être incroyablement difficile à identifier et surtout à verrouiller par un missile. Donc la philosophie, ce n'est pas d'être invisible. Non. Mais d'être indétectable juste assez longtemps pour frapper le premier. Vous avez mis le doigt dessus.
Sa doctrine, ce n'est pas « vous ne me verrez jamais ». C'est plutôt « quand vous me verrez, il sera déjà trop tard ». Et il compense cette furtivité, disons relative, par 2 atouts absolument monstrueux. Le premier, c'est son hypermanœuvrabilité. Grâce à ses nouveaux moteurs, les Isdelier 30, il peut atteindre ce qu'on appelle la supercroisière. La supercroisière, c'est-à-dire qu'il peut voler durablement à des vitesses supersoniques sans allumer la post-combustion. C'est un marathonien supersonique, là où les autres sont des sprinteurs. C'est une excellente image. Il ne vide pas son réservoir en quelques minutes pour aller vite, il peut maintenir Mach 1.3 pendant de longues périodes. Ça change radicalement sa portée d'action. Et surtout, ça réduit sa signature thermique. Il est plus difficile à voir pour les capteurs infrarouges. Raison de données ennemies. C'est un fantôme électronique. Une machine redoutable sur le papier, c'est certain. Mais la technologie, ce n'est rien sans la stratégie. Que sait-on de ce fameux contrat algérien? On parle d'1 ou 2 avions pour le prestige, pour un défilé, ou c'est une vraie flotte? Ah non, on est bien au-delà du symbolique. Les sources les plus crédibles parlent d'une première commande ferme pour une 12aine d'appareils, peut-être 14. Et ce n'est pas un achat sur catalogue. Les 2 premiers exemplaires auraient déjà été livrés, très discrètement. Ah, déjà? Oui. Pas pour le combat, mais pour la formation des pilotes d'élite, des techniciens, et pour ce qu'on appelle l'intégration doctrinale. L'intégration doctrinale, c'est-à-dire? C'est-à-dire apprendre à faire parler l'avion avec le reste de l'écosystème de défense. Comment le Su-57 va échanger des données en temps réel avec les batteries de missiles S-400 au sol. Comment il va collaborer avec les Su-35 et les Su-30 qu'ils ont déjà. En fait, ils ne reçoivent pas un avion, ils intègrent un nouveau prédateur alpha au sommet de leur chaîne alimentaire militaire. D'accord. Mais on en vient à la question clé. On s'attendrait logiquement à ce que l'Algérie reçoive la version export, la version un peu dégradée. C'est bien le cas ici, non? Ils ne vont pas leur donner les clés du royaume. L'Algérie n'a pas reçu un Su-57E bridé, mais un modèle quasiment identique à celui qui équipe les propres forces aérospatiales russes. Attendez, ça, c'est énorme. C'est du jamais vu. Pour le dire simplement, c'est comme si les États-Unis vendaient le F-22 à un allié sans aucune restriction. Ça ne se fait jamais, sauf cette fois. Et ça, ce n'est plus une vente d'armes, c'est un message politique, d'une puissance inouïe. Un message qui dit quoi exactement? Qui dit que la Russie ne considère plus Alger comme un simple client, mais comme un partenaire stratégique de premier plan. Un allié majeur sur la rive sud de la Méditerranée. C'est un transfert de confiance. Et il faut se souvenir que les pilotes algériens sont parmi les plus expérimentés au monde sur plateforme russe. Ils volent sur le Su-30MK, une version faite sur mesure pour eux, depuis presque 20 ans. Pour eux, le passage au Su-57, c'est une évolution logique, ce n'est pas une révolution. Ce qui nous amène à la question du timing. Pourquoi maintenant? On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec le conflit en Ukraine. C'est une conséquence directe. C'est un catalyseur, absolument. La guerre en Ukraine a forcé Moscou à consolider ses alliances hors du cercle occidental. La Russie a un besoin vital d'alliés fiables, de points d'appui en Méditerranée et de partenaires capables de contourner les sanctions. L'Algérie, puissance énergétique, stable, non alignée et avec une armée crédible, elle coche toutes les cases. Donc c'est un échange de bons procédés, technologique pointe contre soutien diplomatique. C'est plus profond que ça. Si on prend un peu de recul, on assiste à l'ancrage d'un pivot stratégique russo-chinois en Afrique du Nord. L'Algérie devient la pointe de ce pivot. Et du coup, elle devient un acteur avec lequel l'OTAN doit composer très très différemment. Le sud de la Méditerranée se transforme en ce que les stratèges appellent une zone A2AD, une bulle de déni d'accès. Un terme un peu barbare. Concrètement, ça veut dire quoi, une bulle de déni d'accès? Ça signifie une zone où il devient extrêmement coûteux et risqué pour une force adverse de pénétrer, même pour une flotte de l'OTAN. La combinaison des Su-57 en l'air, des S-400 au sol et des sous-marins en mer crée un réseau si dense que toute opération militaire devient un pari extrêmement dangereux. Les pays en première ligne, l'Espagne, la France, l'Italie, sont obligés de tout revoir. Parlons concret. Sur le terrain, face aux voisins. Prenons le Maroc qui a des F-16 Viper considérés comme les plus modernes. L'écart est si grand que ça? L'écart devient abyssal. Le F-16V est un excellent avion de 4e génération, sans doute, mais il ne joue tout simplement pas dans la même catégorie. C'est comme mettre une Formule 1 à côté d'une très bonne voiture de sport de série. Le Su-57 peut détecter un F-16 bien avant d'être lui-même détecté et l'engager à une distance où le pilote du F-16 est encore complètement aveugle. Et face à l'Égypte,
autre grande puissance aérienne. Ils ont des Rafales et même des Su-35 russes. Là, c'est différent, non? Même analyse. Le Rafale est un appareil extraordinaire, un vrai couteau suisse. Mais il reste de la génération 4.5. Il ne peut rivaliser ni en furtivité, ni en super croisière. Quant aux Su-35 égyptiens, ils sont très puissants. Mais le Su-57 a été conçu précisément pour être leur successeur. Pour les dominer, l'Algérie prend un avantage stratégique net. Elle devient la seule puissance de la région à posséder cette technologie de rupture. Mais au-delà de ces duels aériens hypothétiques, à quoi ça va servir au quotidien? J'imagine mal un Su-57, un bijou à 200 millions de dollars, faire des patrouilles au-dessus du désert. C'est un peu le marteau-pilon pour écraser une mouche, non? Il ne sert pas à patrouiller, il sert à verrouiller un espace. Pour le Sahel, par exemple, le message est très clair. Toute incursion aérienne non autorisée, que ce soit un drone, un avion de trafiquant, sera détectée et interceptée quasi instantanément. C'est un outil de dissuasion avant tout. Et son rôle en Méditerranée? Là, c'est encore plus stratégique. Le Su-57 devient le gardien des routes gazières vers l'Europe. Dans le contexte actuel, être capable d'assurer la surveillance lointaine de ces infrastructures critiques et d'intercepter toute menace bien avant qu'elle n'approche des côtes, c'est un outil de souveraineté fondamental. Revenons sur cette guerre électronique. Le système Himalaya, est-ce que cette capacité à aveugler un adversaire est vraiment crédible? Ou est-ce que ça relève un peu du fantasme, de la propagande de l'armurier? C'est ce qui inquiète le plus les planificateurs militaires occidentaux. En théorie, et les exercices semblent confirmer, ce système pourrait brouiller les radars d'un groupe aéronaval, perturber les communications, désorganiser une offensive. La vraie rupture, c'est qu'on ne parle plus seulement de détruire des cibles, on parle de paralyser la capacité de l'adversaire à voir, à communiquer et à décider. C'est une dissuasion cognitive. C'est spectaculaire, mais ça ne sort pas de nulle part. On a l'impression que c'est l'aboutissement d'un long processus pour l'armée de l'air algérienne. Exactement. C'est la clé de lecture. Ce n'est pas le début de quelque chose, c'est l'aboutissement. L'Algérie a modernisé sa flotte de manière extraordinairement méthodique. Des MiG-29 au Su-24, puis au fameux Su-30 MKA, c'est une montée en gamme patiente. Ils ont construit la pyramide brique par brique. Le Su-57, ce n'est que la pierre finale au sommet. Au final, cette acquisition, c'est bien plus qu'une simple modernisation. C'est un acte politique majeur. L'Algérie signale au monde qu'elle ne se voit plus comme une simple puissance régionale, mais comme un acteur global. C'est précisément cela. C'est la concrétisation d'une stratégie menée sur plusieurs décennies. Le message envoyé à tous, en Europe comme dans le monde arabe, est simple et direct. Les règles du jeu viennent de changer. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait technologique. Et ça pose une question vertigineuse pour l'avenir. Maintenant que la porte de la 5e génération est ouverte en Afrique par un acteur non aligné sur l'Occident, qui sera le prochain? Et surtout, quelle sera la réponse des puissances occidentales face à ce nouvel équilibre? Un équilibre qu'elles n'ont peut-être pas vu venir ou pas voulu voir. Welcome to The Explainer. Today, we're diving deep into something our source material is calling a historic and seriously underreported turning point. And this isn't just about a new piece of military hardware. It's about the beginning of a whole new strategic era. So, there's this phrase floating around internal NATO circles, and it really sets the stage perfectly. It's a stark warning that when this particular jet takes to the skies, the actual lines on the map, the borders that define power and influence, they get redrawn. And that right there, that's the heart of what we're talking about today. A massive power shift has just happened, and it happened so quietly, most people probably missed it. Algeria, a country that usually moves without making a lot of noise, has just made one of the loudest strategic plays of the last decade. So what's the big deal? Well, Algeria is now the first country in Africa and the entire Arab world to get its hands on Russia's top-of-the-line stealth fighter, the Sukhoi Su-57. And listen, this isn't just a simple upgrade. This is a generational jump that puts them in a very exclusive club, one that used to be just for global superpowers. You really have to understand the context here. This is a huge first for the whole continent of Africa and for the Arab world. We're talking about technology so advanced that even some of Russia's closest friends haven't gotten access to it. For a nation like Algeria, which is known for its quiet and careful planning, this move is a clear, powerful signal that its influence is on the rise.
Okay, so to really get why this is sending shockwaves through the region, we've got to look at the machine itself. What exactly makes the Su-57 so different from every other jet flying in the region? Let's get into the tech. It all starts with its eyes and ears. The Su-57's radar system is, well, it's revolutionary. It gives the pilot this godlike 360-degree view of the entire battlefield. It can spot targets from 400 kilometers away. That's way, way before anyone could ever see it coming. And it's not just about seeing far. The plane's brain is just as impressive. It can track up to 60 different targets all at once and engage 16 of them at the same time. This thing isn't just a jet. It's basically a flying command post. And then you've got the speed. Oh man, the speed. With its new engines, the Su-57 can super cruise. That means flying faster than the speed of sound at Mach 1.3 without kicking in the afterburners, which, just guzzle fuel. This lets it stay on patrol longer, get to trouble spots faster, and basically control the fight from the get-go. Look, at the end of the day, it's not just one thing that makes this jet so scary. It's the whole package. You've got stealth to sneak in, insane maneuverability to win any up-close dogfight, advanced electronic warfare to mess with enemy systems, and it can hit targets in the air or on the ground. It's the complete lethal combination. Now, you might think this was some sudden impulse buy, but no way. The arrival of the Su-57 is the grand finale of a super detailed, decades-long plan that goes all the way back to the end of the Cold War. And this timeline here, it lays it all out perfectly. You can see the step-by-step buildup from the MiG-29s back in the 90s, then they grabbed the super-capable Su-30s in the 2000s, which really put them on the map. Then look at the 2010s. They start buying from China, from Europe. That's smart. So they're not relying on just one country. And then bam! 2019, the secret talks for the big prize kickoff. This is what patience and strategy look like. And let's be clear, this isn't just a rumor or some PR stunt. Sources are pointing to a very real 3-phase rollout for about 12 to 14 of these jets. The first couple are already on the ground, being tested, being plugged into Algeria's S-400 missile defense grid. This is happening right now as we speak. Okay, and get this, because this part is huge. Algeria didn't just get some watered-down export version of the plane. Nope. They got a jet that's nearly identical to what the Russian Air Force itself is flying. And that tells you everything. This isn't just a sale. Moscow sees Algeria as a major strategic partner, deserving of their best stuff. All right, so we've looked at the plane, we've looked at the long game strategy. Now, let's get to the fallout. How does one type of jet completely change the game for the entire Mediterranean and beyond? First up, let's put it head-to-head with its main American rival, the F-35. Now, the F-35 might be a little sneakier, better pure stealth, sure, but in almost every other way you measure a fighter jet, speed, range, and especially dogfighting ability, the Su-57 comes out on top. Sources say that in a close-quarters fight, it's not even a contest. Okay, so what about Europe's best, like the French Rafale? It's a fantastic jet, don't get me wrong, but here's the thing. It's a 4th-generation fighter going up against a 5th-gen. It doesn't have the built-in stealth, the sensor fusion. It's just a different animal entirely. It really is like bringing a knight to a drone fight. The tech gap is just too big. This chart right here just spells it out. The tech gap that just opened up between Algeria and its neighbors, it's a chasm. I mean, yeah, others have good 4th-gen jets, but Algeria is now the only one on the block playing in the 5th-generation big leagues, and that is a massive, massive strategic advantage. So what does this mean for NATO, for Europe? It means the southern Mediterranean just became what military planners call an A2/80 zone. That stands for anti-access/area denial. Basically, it's a keep-out zone. You combine the Su-57 with Algeria's S-400 missile shield, and flying into that airspace becomes an incredibly dangerous idea for any outside force. And if you look south to the huge Sahel region, the story is just as dramatic. Algeria can now basically lock down the sky. Any funny business, drones, smugglers, you name it, they can see it and they can stop it. The message couldn't be clearer. There's a new sheriff in town for that airspace. So, let's boil it all down. What do you need to remember? A massive, historic power shift has just happened. Algeria, through a really smart, patient, long-game strategy, is now in the super exclusive club of 5th-gen air powers.
And because of that, the old maps of power in the region, you can pretty much throw them out. And all of this leaves us with one huge, lingering question. Algeria now has a tool that until now was really only for superpowers. They've got the tech. They've played the long game. The only question now is, what are they going to do with it?